Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être que sous le thème bien sûr de l'innovation, ça pourrait surprendre, mais je crois que ça ne surprendra plus personne. La crise sanitaire que nous traversons, non seulement elle a mis en évidence deux choses. La première, c'est que il valait mieux avoir un bon système de protection sociale plutôt que de ne pas l'avoir. Et le deuxième, c'est que il fallait absolument, à défaut d'avoir perdu sa politique industrielle, de la réinventer et de recréer et de recréer à travers également de l'innovation. Donc l'innovation est plus que jamais au cœur à la fois de notre secteur, mais au cœur de la notion de compétitivité, bien sûr, mais surtout mettre l'innovation au service de la solidarité et de l'humanité. Alors, à notre niveau et au niveau des établissements de santé, nous savons combien c'est un levier à la fois managérial et à la fois de cohésion et de motivation de nos équipes. Bien évidemment, sur un plan plus national et international, comme je viens de l'évoquer, c'est un levier extraordinaire pour faire face aux bouleversements du monde et pouvoir adapter et anticiper ces bouleversements. Cependant, en ce qui nous concerne, l'innovation n'est pas encore un sujet qui est maîtrisé par tous. Nous avons donc besoin d'une acculturation sur ce sujet, voire même un besoin d'organisation et de professionnalisation au sein de nos établissements pour mieux accompagner nos équipes. Par ailleurs, l'innovation elle-même induit le changement. Les établissements publics de santé le savent et se trouvent au cœur de ces mutations. Donc, pour mieux comprendre ces mutations, pour mieux les anticiper et anticiper leurs impacts, puisque ça touche forcément l'activité de l'établissement, les prises en charge de l'établissement, les exercices professionnels, mais il vaut mieux être armé plutôt que de subir ces mutations. Donc, c'est ce que nous cherchons à faire avec l'équipe du fonds FHF, vous offrir la possibilité d'être acteur du changement dans le cadre d'une véritable stratégie de pilotage des transformations. Et comme je vous le disais, pour éviter de les subir, cette stratégie, elle peut s'inscrire dans le management de l'innovation sous toutes ses formes, en interne pour les innovations imaginées et développées par les équipes de l'établissement, et je sais combien les équipes sont imaginatives, qu'elles exercent à l'hôpital ou dans des structures médico-sociales. Souvent, ce qui pêche, c'est de permettre la durabilité de ces innovations, l'accompagnement de ces innovations et l'outillage de ces innovations. Et puis en externe, pour l'intégration au sein de l'établissement d'innovations proposées par d'autres acteurs de l'écosystème de santé. Donc à ce titre, des outils adaptés en matière de méthodologie, de connaissances spécifiques auxquelles se former et d'écosystèmes seront de nature à vous accompagner durablement. Et je pense que ce webinaire en est une première étape. Alors, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Bonjour à tous. Donc déjà, pour commencer, 3 mots sur le fonds FHF, parce que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Donc on est un fonds de dotation qui a été créé en 2016 par la fédération et on a principalement 3 activités. La première, c'est de promouvoir l'innovation, c'est-à-dire mettre en avant les innovateurs, leurs innovations, mais également la culture et le management de l'innovation. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour que justement l'innovation se diffuse en fait au sein de la communauté hospitalière publique et même au-delà si ça le nécessite. Notre deuxième activité, c'est de conduire le changement. Il y a plein, comme Zainab l'a dit, il y a plein de grandes transformations aujourd'hui qui bouleversent les établissements. Je pense notamment à la transformation digitale ou à l'empowerment de patients, mais également à la médecine de précision. Et donc, c'est comment en fait on peut construire des outils, mener des analyses qui permettent aux établissements de pouvoir anticiper en fait ces grands bouleversements et être acteur de ce changement. Et à ce titre, donc on a lancé une étude qui s'appelle Intelligence artificielle et les métiers de la santé, qui est en fait un observatoire de la transformation digitale. Ça n'analyse pas que l'impact de l'IA, mais l'impact de manière plus générale des différentes nouvelles technologies. Et puis on a créé une autre étude qui s'appelle Parcours de santé, le souhait des usagers, où là notre objectif c'est de créer des outils
pour justement faciliter le dialogue hospitalier usager, mais également pour cartographier en fait les parcours hospitaliers. Et puis enfin, à l'intérieur de cette étude, il y a également donc un questionnaire qui nous permet en fait de recueillir les souhaits des usagers, savoir en fait quelle est leur hygiène de vie, quel est leur environnement social, comment ils sont suivis, mais également ce qu'ils définissent être un système de santé de proximité, quelles sont les choses qui comptent le plus pour eux, les choses qui comptent le moins pour eux, enfin bref, énormément d'informations qui nous permettent après de nous améliorer en termes d'expérience patient. Et puis, bien évidemment, notre dernière mission, c'est l'accompagnement des projets innovants. Donc là, comme son nom l'indique, hein, les établissements nous sollicitent en fait sur des projets d'innovation et puis on les accompagne. Alors ça va de la petite application, enfin c'est pas forcément une petite application, mais d'une application mobile développée avec l'hôpital Necker sur une maladie rare jusqu'à la création de centres nationaux de référence sur le psychotraumatisme. Voilà, il y a vraiment des projets de toute ampleur ou plus dernièrement une chaire d'innovation sur le bloc opératoire augmenté avec la PHP. Enfin voilà, tout type d'établissement, tout type de projet, franchement, n'hésitez pas à nous solliciter. Au cours de ce webinaire, qu'est-ce qu'on va voir? La première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déconstruire les idées reçues, parce qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues sur l'innovation. Et donc après, on va en poser une définition, parce que forcément, si on comprend mal ce que c'est que l'innovation, la plupart du temps, on en a une mauvaise définition. Et si on en a une mauvaise définition, par essence, on la gère mal. Si on n'a pas bien compris ce qu'était quelque chose, forcément, on le fait pas bien. Et donc, après, on va voir justement comment manager l'innovation. Et puis après, on participera, comme Guillaume l'a dit, à une session de questions-réponses. Ce qu'il faut savoir, je préfère vous prévenir, on est avec Guillaume, mon adjoint, donc on n'est pas directeur d'hôpital. On n'a pas du tout la même formation que vous. On est ingénieur en biotechnologie tous les deux. Mon adjoint Guillaume, après, c'est spécialisé dans le domaine de la génomique, moi dans le domaine des nouvelles technologies. On est passionné par l'hôpital public. C'est un peu le problème de cette organisation, c'est qu'elle vous contamine et après, c'est difficile de s'en détacher. On a vraiment ça dans le ventre. C'est aussi pour ça que c'est un plaisir de travailler à la fédération et de travailler sur le terrain avec tous les établissements. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de lacunes et tout ça, et on a envie que les choses changent et que les choses changent plus rapidement que c'est le cas aujourd'hui. Donc, dans ce webinaire, on ne va pas forcément être politiquement correct, on va dire les choses qu'on pense vraiment. Peut-être qu'on se trompe, et franchement, n'hésitez pas, si on se trompe dans les questions-réponses, à nous interpeller. Mais en tout cas, cette présentation et l'ensemble du propos qu'on va tenir aujourd'hui, c'est 5 ans c'est 5 ans de suivi de projets hospitaliers, c'est 5 ans de veille sur ce qui se passe dans le reste du monde. C'est nourri par le terrain et par tout ce qu'on a vu ailleurs. Et si on va dire tout ça, c'est parce qu'on a envie que les choses changent et qu'on pense que la manière dont on va vous le proposer, c'est probablement la manière qu'il faut faire. Mais comme dans tout, hein, le monde n'est absolument pas binaire et il y a probablement d'autres façons de faire. Mais nous, ce qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on pense être la chose la plus optimale. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déconstruire les idées reçues. Comme je le disais, la première idée reçue, c'est que innover n'est pas la priorité d'un établissement. En fait, pour beaucoup de gens, il y a le soin, la formation, la recherche et l'innovation. Donc, l'innovation, c'est une activité en plus qui ne fait pas partie de nos 3 activités primaires. Et donc, on va faire ça un peu quand on aura le temps. Et puis, en plus, voilà, je ne suis pas un centre hospitalo-universitaire où je ne fais pas de recherche en tout cas. Donc, l'innovation, comme ça découle de la recherche, c'est vraiment pas ma priorité. Ça, c'est quelque chose d'absolument faux. Pourquoi? Parce que l'innovation, en fait, c'est vraiment essentiel à la survie de toute structure. L'innovation, ça permet l'adaptation. Ça permet l'adaptation à des changements qui sont inéluctables. Comme on le disait, la transformation digitale, la médecine de précision, l'empowerment de patients, même des changements brutaux comme la crise sanitaire. Et comme je vous l'ai dit, nous, on est tous les deux ingénieurs en biotechnologie, donc avec un prisme biologique, et on sait par essence que voilà, celui qui ne s'adapte pas au monde, celui qui n'évolue pas, il ne survit pas. Et donc, il faut vraiment se mettre dans la tête que innover, ce n'est pas une question de c'est notre priorité ou pas. Bien évidemment, nos 3 priorités, le soin, la formation, la recherche. Mais innover, vous le verrez, c'est une activité de support.
et c'est une activité de support qui justement supporte nos 3 activités principales. Ce n'est pas une activité en plus. Celui qui pense que voilà, l'innovation, c'est quelque chose en plus, quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire et tout, il se trompe vraiment. La deuxième idée reçue, c'est que innover, c'est un phénomène aléatoire. Vous savez, c'est quelqu'un qui a eu une super idée, qui a eu un eureka, et donc si c'est quelque chose d'aléatoire, bon, bah, j'ai juste à mettre en place voilà, quelqu'un au niveau de la DRCI, généralement, qui va s'occuper de vous recevoir si vous avez eu une bonne idée pour voir ce qu'on pourrait en faire. Là, encore une fois, c'est quelque chose d'absolument faux. Innover, ce n'est pas du tout un phénomène aléatoire. Innover, c'est manager une ressource. C'est manager quelle ressource? C'est manager les colères des gens, parce que dans la colère des gens, généralement, il y a une frustration, il y a un problème derrière. Et donc, si on est là pour s'améliorer, on doit identifier les problèmes. Innover, c'est manager aussi la manière dont on va résoudre les problèmes, dont on va structurer les idées, et puis qu'on va développer les solutions et surtout déployer les solutions, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons des idées, il y a aussi des idées venues de l'extérieur. Et le déploiement, aujourd'hui, c'est un très, très gros pourcentage des échecs des projets innovants, c'est 60 à 80% des projets. Quand je dis déploiement, ce que j'appelle déploiement, c'est vraiment le fait que l'innovation arrive au contact en fait de son utilisateur et qu'il puisse l'utiliser dans sa pratique. Donc innover, c'est absolument pas un phénomène aléatoire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut manager. Et donc Guillaume vous présentera notamment comment faire. Ensuite, innover est réservé à certains. Alors ça aussi, c'est absolument faux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que innover, ça coûte forcément cher, que ça nécessite une taille critique, un budget critique, une certaine légitimité, qu'il faut des experts, qu'il faut être créatif, qu'il faut des compétences de pointe, enfin bref, tout un tas de choses fausses. Si vous managez l'innovation, vous verrez que innover, tout le monde peut le faire. Et c'est même important d'impliquer tout le monde. Je vais vous donner un exemple. On intervient donc à la demande du PSCME d'un établissement, dans un établissement public de santé mentale à Lille. Et donc, ils avaient un problème, c'était que forcément, entre le moment où une personne appelait pour être prise en charge au sein de l'établissement et le moment où elle voyait pour la première fois un médecin, il se passait en moyenne 64 jours. Donc, vous appelez pour une détresse psychologique parce que vous ne vous sentez pas bien, et puis on vous dit OK, dans 2 mois. Donc, bien évidemment, l'expérience patient n'est pas terrible, et puis 2 mois plus tard, vous n'avez pas forcément mieux, c'est même généralement l'inverse. Et donc, on nous sollicite et justement, ils voulaient en fait expérimenter l'une des méthodes d'innovation qu'on va vous présenter, que Guillaume va vous présenter. Et donc, on intervient et on demande donc à choisir l'équipe suite à un processus particulier qu'on appelle les ateliers d'émergence de problèmes. Et donc, au sein de cet atelier d'émergence de problèmes, en fait, on va faire émerger différents problèmes et c'est différents groupes qui vont le faire émerger. Et puis, donc, il y a une équipe qui se constitue et c'est son problème qui est identifié comme le plus pertinent. C'est sa caractérisation du problème qui est jugée la plus pertinente. Et donc, cette équipe est sélectionnée. Et dans cette équipe, c'est 4 secrétaires médicales et 3 infirmières. Et donc, tout de suite, la direction et la commission médicale d'établissement disent il faut absolument qu'on complète l'équipe, qu'on y rajoute des médecins, il faut ceci, il faut cela et tout. Et nous, on leur dit non, faites-nous confiance, on va déjà travailler avec ces personnes-là. Et bien, avec ces personnes-là, on a permis de passer en fait de 64 jours de temps d'attente à une prise en charge immédiate. C'est-à-dire, vous appelez le CMP, vous pouvez venir directement. Ça n'a bien évidemment rien coûté à l'établissement puisque c'était uniquement de la méthodologie. Et pourquoi en fait elles ont réussi ce tour de force? Tout simplement parce qu'elles connaissaient l'ensemble des problèmes qui faisaient que ça prenait 64 jours. Et qu'il y avait même des problèmes qui étaient initiés par des gens qui n'étaient pas forcément là dans la discussion et qui auraient pu parasiter un peu justement la résolution de ce problème parce que les gens ont assez de mal à se remettre en question, c'est normal, c'est humain. Mais voilà, c'est vraiment important d'impliquer tout le monde et surtout d'impliquer en fait les gens qui connaissent les problèmes. Parce que c'est une fois qu'on a identifié les vrais problèmes qu'on trouve les vraies solutions. Enfin, la dernière idée reçue, alors il y en a plein d'autres, mais là on voulait vraiment s'attaquer au principal. La dernière idée reçue, c'est qu'une innovation, c'est forcément quelque chose de sophistiqué, de technologique, et puis c'est toujours stratégique, c'est souvent décidé, ou en tout cas la direction en est à l'origine quand c'est stratégique. Encore une fois, ça c'est faux. On voit beaucoup d'innovations justement faites
haute échelle, ça marche pas forcément. Puis alors, des fois, on a même l'échelle ministérielle et gouvernementale avec des projets qui sont vraiment pas du tout adaptés au terrain, donc ça ne marche pas. Et donc, l'innovation, justement, très souvent, elle est pragmatique et issue du terrain. Et elle est pragmatique parce qu'elle est issue du terrain. Donc, c'est important vraiment de manager l'innovation et de faire confiance à son terrain. Vous devriez, enfin, on devrait emmener avec nous tous les gens qui ont envie peut-être de mettre en place quelque chose une démarche de management de l'innovation dans leur établissement. On devrait les emmener avec nous juste à la première étape du processus qu'on a imaginé, parce que rien qu'à la fin de cette première étape, généralement au début, les directions sont extrêmement sceptiques et à la fin de cette première étape, elles sont vraiment très souvent rassurées. Et même assez stupéfaites de ce que le terrain est capable de produire. Et en plus, ça a un petit effet sympa, c'est que quand vous demandez au terrain de vous soulever les problèmes, généralement, il soulève des problèmes que vous n'avez pas forcément identifiés. Pas forcément identifiés parce que forcément, il y a toujours des craintes voilà, de parler de certains problèmes et tout ça. Et donc, c'est des vraies sondes qui vous permettent d'identifier tout un tas de problèmes auxquels vous n'auriez pas pensé. Et puis, un point qui est important, c'est que justement, ce n'est pas technologique l'innovation. Enfin, c'est surtout pas technologique, c'est par contre toujours organisationnel. Pourquoi? Parce que forcément, on va bouleverser les usages. Et à partir du moment où on bouleverse les usages, eh ben forcément, il faut un accompagnement au changement, il faut un management du changement, et donc il faut une implication sur les transformations organisationnelles. Alors, qu'est-ce que l'innovation? Alors, c'est surtout pas de la recherche. Donc, les gens qui font de l'innovation au sein de la DRCI, je suis désolé, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce n'est pas des inventions. L'intelligence artificielle n'est pas une innovation. L'intelligence artificielle est une technologie. Pour revenir encore sur quelques idées reçues, quelque chose qu'on confond, mais on voulait mettre ça dans la définition de l'innovation parce que c'est vraiment la définition qu'on en donne généralement. Donc, la recherche et l'innovation, ce n'est pas du tout la même chose. La recherche, ça produit quand elle est fondamentale des connaissances, quand elle est appliquée des inventions, donc des nouvelles pratiques managériales, des nouvelles technologies, des choses comme ça, des nouveaux médicaments. La recherche clinique, ça produit des évaluations. Et les technologies, c'est en soi pas une innovation directement, c'est une invention qui est susceptible d'application. Et donc, l'intelligence artificielle, par exemple, n'est pas une innovation. Par contre, l'intelligence artificielle appliquée dans la pratique des radiologues pour l'amélioration de détection de tumeurs ou de choses comme ça, c'est une innovation. Donc, la définition, nous, qu'on donne de l'innovation, et comme je le dis, hein, vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus, et on sera ravis d'en débattre. Déjà, c'est une activité de support. Donc, n'essayez pas de vous dire, bon, ben, on va développer un pôle innovation au sein de notre établissement et du coup, notre directeur innovation, ça doit être le médecin le plus créatif ou la personne la plus créative de l'établissement. Non, parce que quelqu'un qui manage l'innovation, il n'innove pas par lui-même. Il accompagne les innovateurs. Donc, les personnes les plus créatives, laissez-les continuer à innover, mais l'innovation, c'est vraiment une fonction de support. Ça nécessite de la méthodologie, et on en parlera tout de suite après avec Guillaume, et ça nécessite de l'empathie et de l'écoute, bien évidemment. Ça va avec. Donc, déjà, c'est une activité de support. Et c'est une activité de support qui sert à quoi? C'est une activité de support qui est dédiée à la recherche de l'amélioration. Dans 90% des cas, continue et dans 10% des cas, disruptive. C'est-à-dire que vraiment, on transforme les choses de telle manière qu'on ne peut pas appeler ça une amélioration. C'est vraiment un changement de pratique. Donc, c'est une activité de support qui est dédiée à la recherche de l'amélioration et qui est menée surtout de manière collaborative, agile, itérative et basée sur l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Collaborative, ça veut dire que justement, il faut travailler avec le terrain. C'est extrêmement important de travailler avec le terrain et de travailler au sein de ce terrain vraiment avec tout le monde. Agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à revenir en arrière, à tester les choses, à s'apercevoir que ça ne marche pas ou ça ne marche pas aussi bien qu'on le souhaiterait et à revenir en arrière. Donc, on évite en fait le développement de projets avec un effet tunnel où en fait, on est persuadé de ce qu'on va faire, on est tellement persuadé qu'il n'y a pas besoin de tester des petites choses sur le terrain, on va développer quelque chose, on va attendre qu'il soit parfait, et puis une fois qu'il est parfait, ben, on va le mettre
on va le mettre sur le terrain. Et puis, c'est là qu'on s'aperçoit que ce n'était pas du tout adapté. Et non seulement on a perdu du temps et de l'argent, mais en plus, on n'a rien changé parce qu'il faut tout recommencer. Donc, c'est vraiment important d'avoir une démarche agile, c'est-à-dire vraiment développer, tester, évaluer, développer, tester, évaluer, ainsi de suite. La deuxième chose, c'est itérative. Il y a beaucoup de gens qui attendent pour mettre une innovation sur le terrain qu'elle soit parfaite. Ça, encore une fois, c'est une mauvaise stratégie. C'est peut-être à cause de la culture d'ingénieur française. On aime bien que les choses soient parfaites. C'est vrai que c'est toujours plaisant et on a toujours peur quand on met quelque chose face à ses utilisateurs et qu'il n'est pas exactement comme on le souhaiterait, et ben, que les gens s'en détournent. Mais si vous prévenez les gens que c'est qu'une version bêta et que vous allez continuer à l'améliorer, que vous êtes dans un processus itératif, que vous avez d'abord identifié les choses qui étaient le plus important et que c'est ça que vous allez faire en priorité et puis que vous viendrez compléter avec des choses moins importantes par la suite, vous inquiétez pas, ils ne fuiront pas forcément. Et par ailleurs, c'est ce que beaucoup d'industries font. Et donc, ça fonctionne. Et des industries qui s'en sortent très, très bien. Hein. L'industrie des nouvelles technologies, par exemple, c'est vraiment le réflexe. C'est-à-dire, je développe un proof of concept et puis je le confronte tout de suite à des utilisateurs et ils vont me faire un retour et je m'améliore par rapport à ça et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de solutions digitales qui généralement sont gratuites en termes de première utilisation parce que bon, c'est gratuit, donc au pire, si ça ne me plaît pas, je pourrais venir me plaindre et ces plaintes seront récupérées pour améliorer l'outil, mais j'aurais rien dépensé, donc je ne vais pas non plus me plaindre et puis ne jamais revenir. Donc voilà, c'est important d'être collaboratif, agile et itératif et bien évidemment basé sur l'expérience. Pourquoi on rappelle ça? Parce que c'est important justement de travailler avec le terrain et avec le terrain qui sait et qui sait vraiment et qui est confronté actuellement aux choses parce qu'on peut, au cours de sa carrière, avoir été confronté à des problèmes et puis penser qu'ils sont toujours là et qu'ils sont toujours là de la même manière, et ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est important de travailler avec les gens qui sont actuellement confrontés aux problèmes et puis basé sur l'expérience, parce que, comme je le disais, c'est important de tester souvent ce qu'on est en train de faire, de tester les concepts, donc tester les idées qu'on a eues et la structuration d'idées qu'on a eues, et puis également tester la manière dont on a matérialisé ces idées. Et donc, si on est dans un processus comme ça, généralement, on fait des innovations qui correspondent vraiment aux besoins du terrain et qui sont plus faciles après à déployer. Donc, vraiment, sur la partie management du changement, c'est plus facile. Et puis, enfin et surtout, une innovation, c'est surtout ça qui est important, c'est que c'est centré sur… Enfin, tout est important, hein, vraiment, prenez tout, mais il faut que ça soit centré sur le ou les types d'utilisateurs et leurs usages. Une innovation, comme je le disais, elle va forcément avoir toujours un impact organisationnel, elle va transformer un usage, elle va transformer, voire même une pratique. Dans le domaine de la santé, on sait à quel point les pratiques sont importantes. Et donc, il faut absolument justement essayer au maximum de moins bouleverser les pratiques. Je vais vous donner l'exemple d'un projet qu'on est en train de faire avec des chirurgiens. C'est un projet de structuration et d'amélioration de la qualité des données médicales produites à l'usage de la recherche. Aujourd'hui, dans les établissements, les gens qui font de la recherche à partir des données, généralement, ils vont créer 2 fois la même donnée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils vont la créer dans le cadre du soin et puis après, ils vont payer des attachés de recherche clinique pour extraire cette donnée donc des comptes rendus et tout ça. Et puis, ils vont donc la structurer, la standardiser parfois, et puis, malheureusement, rarement pouvoir travailler sur sa complétude, parce qu'une donnée qui est plus présente dans les systèmes d'information d'un hôpital, si on a un peu de chance, elle est encore présente dans la mémoire du chirurgien, mais c'est rarement le cas parce que voilà, il y a beaucoup de patients qui passent. Et donc, ils créent 2 fois la même donnée. Donc, on s'est dit, c'est absolument stupide. Il faudrait créer un système qui permette de travailler directement sur une donnée d'une très grande qualité et donc de transformer leurs pratiques. Et donc, on a créé un outil qu'ils utilisent à la place de leur traitement de texte et qui permet de produire de la donnée directement en fait structurée, standardisée et la plus complète possible. Et puis, donc, on était très content de cet outil et en fait, on s'est aperçu que les chirurgiens avec lesquels on avait travaillé étaient prêts à faire des sacrifices et à transformer un peu la manière dont ils rédigeaient leurs comptes rendus médicaux et donc d'utiliser l'outil.
Et puis, il y a plein de chirurgiens qui sont vraiment dépassés, qui n'ont vraiment absolument pas le temps et tout. Et eux, ce qu'ils avaient envie, en fait, c'est ne pas du tout changer. Et donc, l'outil s'insère vraiment dans leur pratique. Et donc, on a dû développer en plus une brique qu'on appelle de NLP, de compréhension naturelle du langage, qui est capable d'extraire, en fait, à partir de la dictée numérique, parce qu'eux n'utilisaient pas forcément Word, le traitement de texte et tout, ils étaient uniquement en dictée numérique. Et donc, ils voulaient que l'outil marche à partir directement de la dictée numérique. Donc voilà, c'est vraiment important de se confronter aux utilisateurs, de comprendre leurs usages pour justement développer des outils qui leur correspondent vraiment. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que l'innovation? C'est la meilleure façon de s'améliorer dans ses activités et d'en développer de nouvelles. Donc, l'innovation, ce n'est pas une activité en plus, c'est vraiment une fonction de support. Aujourd'hui, on a des fonctions de support qui s'occupent des ressources humaines, on a des fonctions de support qui s'occupent des systèmes d'information. Moi, je milite actuellement pour qu'on ait des fonctions de support qui s'occupent de l'amélioration continue ou disruptive de toutes nos activités, parce que l'innovation, c'est ça. Là, durant le début de cette présentation, je vous ai présenté les choses qui étaient des innovations organisationnelles, d'autres qui étaient des innovations technologiques et tout ça. Ça peut vraiment venir, ça peut être tout type d'amélioration, ça peut vraiment venir de partout. Donc, pour moi, ça ne doit pas appartenir à la DRCI, ça ne doit pas appartenir à la DSI, sauf si vous dites, OK, on ne fait que de l'amélioration à partir du digital, mais je pense que c'est une énorme erreur parce qu'il y a des sources d'amélioration sur des innovations managériales, sur des innovations organisationnelles qui sont extrêmement intéressantes. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de s'améliorer, c'est vraiment une fonction support. Et donc, ça doit avoir une équipe dédiée qui va accompagner justement toutes les autres équipes, parce qu'elle peut même, cette fonction de support, accompagner les autres fonctions de support comme les DSI ou les DRH ou d'autres que je n'ai pas cités, bien évidemment. Et puis l'innovation, donc, comme on le disait, ça permet au minimum de garder le contrôle sur son activité, de survivre. Ça permet donc surtout de s'améliorer et d'être acteur du changement, mais ça a tout un tas d'autres effets collatéraux. Déjà, comme je l'ai dit, ça permet de développer de nouvelles activités, donc d'aller chercher des nouvelles sources de financement. Ça permet donc de s'améliorer dans ses activités actuelles, donc de gagner en efficience, d'avoir des activités qui probablement coûtent moins cher ou sont plus productives. Et puis surtout, ça permet de mobiliser ses salariés. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et partout où on a apporté cette méthode, on l'a vu, le PSM dont je vous ai parlé dans les Hauts-de-France, le secrétaire général me disait, mais depuis qu'en fait on a fait ce projet-là, toutes les équipes se sont mises en amélioration continue par elles-mêmes et elles nous font des propositions d'amélioration. C'est-à-dire qu'avant, les gens faisaient leur activité comme ça et puis il y en avait certains qui avaient cet esprit d'initiative et qui proposaient des pistes d'amélioration. Et depuis, tout le monde propose des pistes d'amélioration et notamment parce que les gens ne s'auto-censurent plus. Il y a énormément de gens qui s'auto-censurent et qui pensent qu'ils ne peuvent pas innover parce que je ne suis pas un créatif, parce que je ne suis pas expert des nouvelles technologies, parce que ceci, parce que cela. C'est absolument faux. Et il y a des innovations extrêmement pragmatiques qui ne nécessitent pas toutes ces choses. Et puis donc, bien évidemment, l'innovation, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut communiquer et donc qui va développer une attractivité. Alors même deux attractivités, une attractivité sur les ressources humaines, forcément on a plus envie d'aller si on hésite entre deux établissements qui sont relativement similaires, mais qu'il y en a un qui innove, on aura plus envie d'aller vers l'établissement qui est innovant. On le voit aujourd'hui, il y a des problématiques d'attractivité dans certaines disciplines parce qu'il y a des établissements qui se dotent d'innovation et donc forcément c'est plus attractif pour les jeunes qui commencent la profession. Et bien évidemment, quand ils se dotent de ces innovations et qu'ils les déploient, ils communiquent dessus et donc ils développent une attractivité RH qui est beaucoup plus forte. Et puis, bien évidemment, ça développe aussi une attractivité patient. Et ça dépend bien évidemment de comment on valorise l'innovation. Si on n'en parle pas, bien évidemment, mais c'est généralement un sujet dont il est assez facile de parler et qui est repris dans la presse assez facilement et même partagé sur les différents médias sociaux assez facilement. Maintenant, je vais laisser la place à mon adjoint, Guillaume Mercy, qui va justement vous expliquer comment vous pouvez manager l'innovation dans les établissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'il va dire là, c'est vraiment basé sur des expériences de terrain et même sur des grosses enquêtes qu'on a pu mener auprès de 140 établissements pour savoir justement comment c'était fait aujourd'hui et quelles étaient les pistes d'amélioration. C'est issu de benchmarks nationaux et internationaux. Enfin voilà, c'est on l'espère, assez solide pour vous convaincre. À toi, Guillaume. Merci.
Alors maintenant comme disait Enguerrand, maintenant qu'on connaît notre définition de l'innovation et qu'on s'est mis d'accord sur les choses à éviter, la dernière question qui nous reste à élucider aujourd'hui, c'est comment manager l'innovation. Et vous allez voir, il nous faut de la méthode et une bonne organisation. Donc on a identifié 3 axes sur lesquels travailler. Le premier, c'est de composer une équipe dédiée qui ait les bonnes compétences et qui ait ses propres objectifs et ses propres ressources. Ça, c'est extrêmement important. Donc au même titre que les sujets concernant les ressources humaines ou les systèmes d'information, le sujet d'innovation a besoin d'être soutenu et accompagné par une équipe de direction qui lui soit dédiée, et cette équipe joue un rôle essentiel de support de l'innovation. Il est également important de faire en sorte de développer une culture d'innovation au sein de l'établissement. Comme Enguerrand vous l'indiquait juste avant moi, l'innovation est centrée sur les usages et sur les utilisateurs. Autrement dit, les utilisateurs doivent participer au processus d'innovation, ce qui pourra être possible uniquement s'il existe une culture de l'innovation au sein de l'établissement. Il faut notamment que toutes les personnes qui travaillent au sein de l'établissement aient le réflexe de solliciter l'équipe innovation si elles rencontrent un problème à résoudre ou si elles ont une idée qu'elles jugent innovante, voire même si elle est sollicitée par un acteur extérieur à l'établissement pour introduire une innovation dans l'établissement. Et enfin, le troisième point, si on veut que les innovations émergent au sein de nos établissements, l'équipe et la culture d'innovation ne suffisent pas. Il faut aussi évidemment disposer de méthodes et de programmes dédiés pour organiser et animer les démarches d'innovation, qu'elles soient internes ou externes, et ça on y reviendra dans la suite de la présentation. Donc maintenant, je vais vous donner plus de détails sur ces différents éléments. Donc comme je disais précédemment, la première chose, c'est de mettre en place une équipe dédiée. Donc pour que cette équipe soit efficace, elle doit rassembler plusieurs acteurs aux compétences qui soient complémentaires. C'est extrêmement important que ces compétences soient complémentaires. Donc le premier acteur, ça va être le directeur innovation, qui lui a pour mission de coordonner et d'animer l'innovation au sein de l'établissement. Il participe bien évidemment à la diffusion d'une culture de l'innovation et à la création d'un écosystème innovant autour de l'établissement. Il travaille aussi en étroite collaboration avec les directions fonctionnelles qui pourraient être impliquées dans le processus d'innovation, donc pour aligner les différentes stratégies entre la direction des systèmes d'information, la DRCI et la direction des achats. En plus de ce directeur innovation, il faut un responsable de processus qui, lui, aura pour mission de coordonner l'ensemble des processus d'innovation au sein de l'établissement, que ce soit en interne ou en externe. Ça va être la personne qui va faire le lien en fait entre les innovateurs et les différents intervenants qui peuvent être impliqués dans un projet innovant. Par exemple, ça va être lui qui va se charger de faire les démarches nécessaires auprès des directions pour débloquer d'éventuels verrous au développement ou au déploiement d'une solution innovante. Ça va aussi être le responsable des chefs de projet d'innovation. Donc les chefs de projet d'innovation, ce sont vraiment les supports aux innovateurs. C'est eux qui ont pour mission de conduire et d'animer les démarches d'innovation sur le terrain. Ils accompagnent les innovateurs de l'émergence des problèmes jusqu'au déploiement des solutions, donc dans le cadre d'innovation interne. Et c'est aussi les interlocuteurs privilégiés des startups, par exemple, dans le cadre d'innovation externe. Ensuite, on va retrouver un chargé de valorisation. Lui, son rôle, il va être différent en fonction qu'on soit dans un cadre d'innovation interne ou d'innovation externe. Si on est dans le cadre d'une innovation interne, il va plutôt être responsable de valoriser l'innovation qui va être créée par les équipes de l'établissement, donc soit de la valoriser auprès des autres équipes ou auprès d'autres établissements, mais aussi éventuellement, si possible, pourquoi pas de la monétiser pour que l'établissement puisse en tirer quelques bénéfices. Et dans le cadre d'un management de l'innovation externe, ça va plutôt être le responsable de la négociation avec le partenaire et de l'institutionnalisation du partenariat entre la startup et l'établissement. On retrouve ensuite le chargé d'évaluation qui, comme son nom l'indique, va être responsable d'évaluer les solutions innovantes qui vont être proposées par une startup ou un acteur extérieur. Il est important que cette personne réalise une veille technologique et constitue un réseau d'experts pour être capable vraiment d'évaluer au mieux les solutions qui vont lui être présentées. Et donc, dans le cadre d'innovation interne, comme je vous le disais, il va assister les chefs de projet innovation lors de la phase d'émergence de problèmes, ce qui lui permet en fait de connaître l'ensemble des problèmes recensés au sein de l'établissement et qui rend aussi ces évaluations de solutions externes beaucoup plus pertinentes. En plus de ça, on a aussi les profils optionnels. Là, ça va être des acheteurs, des ARC ou des biostatisticiens que la direction innovation pourrait solliciter. Là, j'imagine que vous allez me dire que en fait, c'est bien gentil, mais on n'a pas forcément les budgets pour mettre en place ces équipes au sein de nos établissements. Sauf que, comme on vous le disait,
ça va pas représenter un coût pour l'établissement. Au contraire, ça va plutôt lui permettre de faire des économies et d'éviter un certain nombre de problèmes qui pourraient lui coûter bien plus cher. Donc ensuite, il faut aussi acculturer et institutionnaliser l'innovation au sein de l'établissement. Et ça, pour arriver à ce résultat, on peut citer une série de petites actions simples à mettre en place, mais qui, une fois mises bout à bout, peuvent avoir des effets extrêmement positifs pour votre établissement. Dans un premier temps, il s'agit de faire connaître votre démarche à l'ensemble des équipes de l'établissement. C'est-à-dire organiser, par exemple, des séminaires pour faire connaître votre équipe de direction de l'innovation pour qu'elle soit identifiée par l'ensemble des collaborateurs de votre établissement. Ça va être aussi faire en sorte que les membres de l'équipe innovation organisent des temps de rencontre informels avec les différents employés de l'établissement. Par exemple, ils peuvent, pourquoi pas, participer en tant qu'observateurs à des staffs d'équipe médicale, voire aussi juste aller prendre un café ou manger avec vos différentes équipes. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien identifiés par l'ensemble de vos collaborateurs pour que ces derniers sachent à qui aller s'adresser pour les solliciter s'ils ont une idée innovante. Ensuite, l'équipe innovation peut également organiser des réunions de partage de bonnes pratiques ou de partage d'innovation pour créer l'émulation au sein de l'établissement, parce que tout simplement, l'innovation, c'est un état d'esprit. Donc, il est essentiel que ça devienne une habitude pour vos collaborateurs de penser amélioration continue en permanence. Ensuite, en plus de faire connaître cette démarche en interne, il est essentiel que l'équipe d'innovation soit également identifiée en dehors de l'établissement si on veut que les startups sachent à qui venir s'adresser si elles veulent venir proposer une solution innovante. Plus précisément, donc ça va être se faire connaître de l'écosystème innovation qui gravite autour de l'établissement, comme les différents pôles de compétitivité, les incubateurs ou encore les accélérateurs de start-up. Là, pour vous donner quelques exemples, au CHU de Caen, ce qu'ils ont fait pour se faire connaître de l'écosystème innovant, c'est d'aller intervenir en tant que conférencier ou bien en tant que membre d'un jury au sein des incubateurs et des accélérateurs de la région. Et grâce à tout cela, en fait, maintenant, ils sont facilement identifiables par tous ces acteurs extérieurs. Au CHU de Nancy, le directeur innovation, lui, reçoit dès que possible les startups ou des entreprises qui viennent lui présenter leurs solutions, qu'elles soient développées, qu'elles soient en cours de développement. Faut surtout pas aussi non plus hésiter à présenter votre direction innovation sur votre site internet, voire même y ajouter directement un formulaire de prise de contact. Encore une fois, plus les bonnes personnes seront facilement identifiables, moins vous aurez de problèmes liés au développement de Shadow Project. Et enfin, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher d'équipes de recherche pour mettre en place des partenariats de R&D, et pas seulement avec des équipes de recherche spécialisées en santé, mais plutôt des équipes spécialisées en sciences de gestion ou en technologie numérique, comme dans des instituts tels que l'Institut Mines Télécom ou l'INRIA. Parce que tout ça, ça va être des leviers supplémentaires pour favoriser le développement d'innovation. Et un dernier levier très intéressant pour un établissement, ça va être pour institutionnaliser l'innovation au sein de votre établissement, c'est d'organiser d'éventuels appels à manifestation d'intérêt sur des sujets stratégiques pour votre établissement, bien évidemment. Et ces AMI peuvent être aussi bien destinés à des acteurs externes à l'établissement, mais aussi au personnel de votre établissement, que ce soit un AMI en interne d'établissement. C'est par exemple ce qui a été fait au CHU de Rennes et au CHU de Brest, pour ne citer que. Donc, on peut ensuite commencer à organiser un processus visant à faire émerger les innovations issues de vos propres ressources en interne. Donc, ce processus est animé, comme je vous le disais, par les chefs de projet innovation. Il s'étend de l'émergence de problèmes jusqu'au déploiement des solutions, en passant par l'expression d'idées innovantes, la résolution de problèmes, la conception collaborative, le prototypage rapide, le développement agile et le management du changement. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, le chef de projet innovation, il va commencer en fait par rassembler un maximum de collaborateurs dans le cadre d'un atelier d'émergence de problèmes. Et en partant d'une thématique très générale, l'objectif de cet atelier, ça va être d'arriver à identifier en fait un maximum de problèmes avec les participants et trouver les éventuels problèmes qui seraient bons de résoudre au sein de l'établissement. Une fois qu'on a identifié les bons problèmes, on passe ensuite à la phase de conception. Cette phase de conception, c'est important qu'elle débute par une étape dite de conception naïve. Cette étape, elle est conçue pour réunir les participants, donc les participants de l'atelier d'émergence de problèmes, afin qu'ils définissent ensemble le cadre d'usage et de leur innovation et qu'ils génèrent un maximum d'idées pour atteindre leurs objectifs.
En quelque sorte, la conception naïve permet d'échafauder les prémices de la solution, du problème qui a été identifié précédemment. Et j'insiste sur le terme de naïf parce qu'il est essentiel de ne pas commencer un projet innovation en se formatant en fait, son esprit avec ce qu'on connaît de l'existant, parce que c'est comme ça qu'on brille en fait sa créativité. Et donc en privilégiant une approche dite naïve, vous pourrez exploiter au mieux la créativité des participants. Et ensuite, c'est la réalisation de l'état de l'art, elle se fait à l'étape suivante, et elle sert simplement de complément aux idées générées précédemment. Donc ça, c'est à l'étape d'enrichissement et de versionnement où les participants donc, vont apporter des connaissances supplémentaires qu'ils auront cherchées pour compléter, améliorer les idées générées lors de la conception naïve. Et puis ensuite, une fois que toutes ces idées ont été complétées, on va chercher à les classer en fonction de leur importance et de leur difficulté afin de réaliser en fait ce qu'on appelle une matrice de versionnement et en quelque sorte planifier les développements de la solution imaginée. Et enfin, avant de commencer la phase de développement, même si on l'a déjà planifié, parce que ça peut être très long et très coûteux, un prototypage, si on se trompe, ça peut être très long et très coûteux. Un prototypage rapide de la solution il va être essentiel en fait pour réaliser une première série de tests afin d'éprouver la solution imaginée. Et donc là, ça va être un prototypage en fait dit de bas niveau qu'il va falloir réaliser. Donc ça peut être pour des solutions organisationnelles, organiser un peu des scénarios où on va inviter des participants à tester des scénarios et voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et donc, si ces tests sont validés, on va pouvoir ensuite passer au développement d'une première version utilisable de la solution. La phase de développement, elle se divise en deux étapes. Encore une fois, c'est toujours le chef de projet innovation qui va la manager. Donc, la première étape, ça va être une étape de planification du développement. Où on va en fait se répartir le travail en fonction des compétences de chacun et du temps de chacun. Mais en plus de cette planification, ça va être essentiel aussi de réaliser un cahier des charges fonctionnel, une documentation fonctionnelle de la solution pour en fait tout simplement pouvoir faciliter la parallélisation des développements. Si on fonctionnalise la solution, on va en fait développer fonction par fonction plutôt que développer une solution globale et donc on va pouvoir la paralléliser et surtout utiliser un développement agile comme Enguerrand vous le disait avant, et donc pouvoir tester chacune de ces fonctions au fur et à mesure. Et donc là, ça va être ce qu'on va faire au cours de l'étape de conduite et de suivi, c'est qu'on va en fait développer la solution en fonction, et puis et au fur et à mesure des développements qui vont être très courts, donc en suivant les principes de méthode agile, on va essayer d'organiser aussi des tests des phases de tests rapides pour éviter en fait un effet tunnel et avoir après plusieurs mois une solution en fait qui correspond pas du tout à nos attentes. Donc ça va être des cycles extrêmement rapides de 1 à 2 semaines où on va développer des petits morceaux de la solution et voir si ça correspond à nos attentes. Une fois que cette solution elle est développée, on va pouvoir passer à la phase la plus importante qui est, comme Enguerrand vous le disait, la phase de déploiement. C'est la phase qui est la plus importante, tout simplement parce qu'en fait, c'est une phase où, en général, 60 à 70% des projets échouent. Et en fait, tout simplement parce que tout le monde veut du changement, mais personne n'est prêt à changer. Et en général, cette étape, elle est soit ignorée, soit mal organisée, ce qui fait que les projets aboutissent rarement. Donc, comme je vous le disais, cette étape, c'est une étape critique qui requiert une préparation qui est aussi très importante, tout simplement parce qu'une solution qui va changer des habitudes, elle va remettre en question les relations interpersonnelles, les fonctionnements internes, voire externes, et voire même remettre en question la culture de l'établissement. Ça va être autant de situations qui vont créer de l'instabilité au sein de l'établissement. Et donc, toute cette instabilité, il va falloir la cartographier, l'anticiper afin de préparer chaque acteur grâce à des actions qu'il va falloir mettre en place. Ces actions, ça va être des actions de communication, de formation, de participation ou de facilitation. L'avantage dans ce processus d'innovation interne, c'est qu'on fait déjà participer un maximum de personnes de notre établissement. Donc, on a déjà ces actions de participation. Donc, le déploiement de la solution pourra potentiellement être un peu plus facile. Pour autant, il faut quand même bien le préparer. Et c'est la même chose. Ce déploiement, va falloir le faire de façon agile et itérative en commençant par un premier déploiement pilote, une fois qu'on aura donc la stratégie de déploiement. Donc, par exemple, à l'échelle d'un premier service, pour voir un peu la réaction des différentes personnes qui connaissaient pas forcément la solution qu'on va leur proposer d'adopter. Et ensuite, on va augmenter notre périmètre de déploiement au fur et à mesure
Comme ça, c'est en fait plus facile de gérer les différents opposants à notre solution et de mettre en place les bonnes stratégies pour réagir et éviter qu'ils nuisent à notre solution. Donc, en plus de ce processus d'innovation interne, on a aussi imaginé un processus de management de l'innovation externe. Donc, cette fois-ci, comme on vous le disait, pour intégrer plus facilement des innovations venues de l'extérieur, donc proposées en général par des startups. Donc là, l'essentiel, ça va être que, comme je vous le disais, l'équipe innovation soit vraiment très bien identifiée par les acteurs extérieurs. Donc pour ça, en premier lieu, ça va être de mettre en place un guichet unique pour que le pôle innovation devienne la porte d'entrée unique de l'innovation au sein de votre établissement. Ensuite, une fois que les innovations auront été présentées à ce guichet unique, il va falloir les filtrer. Et donc là, le pôle innovation va réaliser une évaluation rapide des startups afin d'appliquer un premier filtre de sélection. Et cette évaluation rapide va reposer en fait sur des critères assez simples. Ça va être de savoir si la solution proposée par la startup entre dans la stratégie de l'établissement, si la solution répond à un besoin de terrain, quel est le format de la collaboration qui est nécessaire pour pouvoir intégrer cette innovation au sein de l'établissement. Est-ce qu'on est sur du co-développement? Est-ce qu'on est juste sur un pilote ou tout simplement une commercialisation? Est-ce que aussi l'établissement a les ressources pour se doter de cette innovation? Et bien sûr, si à la fin de cette évaluation, la startup ne répond à aucun de ces critères, bah, elle va être mise de côté et on s'arrête là. Par contre, si elle passe le filtre, on va continuer sur une évaluation, cette fois-ci beaucoup plus approfondie. Et donc là, donc ça va être le chargé d'évaluation qui va faire ça, comme je vous le disais. Et en fait, il va chercher à répondre à des questions beaucoup plus précises, à savoir quelle est l'histoire de la startup pour vraiment bien apprendre à la connaître, quelles sont ses références et ses succès, parce que ça, c'est des facteurs qui vont potentiellement vous rassurer. À quel problème répond sa solution? Est-ce que c'est bien un problème que nous, on rencontre dans notre établissement, ou est-ce que la solution est sympa, mais finalement, c'est un problème que nous, on ne rencontre pas, donc on n'aura pas besoin de cette solution? En quoi son approche est pertinente du coup, sur quelle expertise elle se base. Souvent, les startups arrivent, elles nous parlent de plein de choses, de beaucoup de technologies, comme on vous le disait, mais la technologie, c'est pas l'innovation. Et c'est important de bien comprendre sur quelle expertise elle se base. Est-ce que c'est juste de la communication, du marketing, ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'y connaissent derrière? Quels sont les bénéfices attendus à court, moyen et long terme par rapport à cette solution? Qui seront les usagers de cette solution? Quelles sont les technologies, les normes auxquelles elles répondent, les transformations que ça va induire sur mon établissement, etc., etc. Et aussi, potentiellement, quels coûts vont être supportés par chacun des différents acteurs. Si on doit faire du co-développement, est-ce que la startup va supporter une partie des coûts de développement, ou est-ce que ça va être uniquement à l'établissement de les prendre en charge? Et là, ce sera peut-être pas forcément intéressant pour vous en fonction des retours qu'ils vous proposent. Donc, pour effectuer cette évaluation, le chargé d'évaluation va bien sûr pouvoir solliciter des expertises au sein de l'établissement, mais aussi au sein de ses partenaires extérieurs. C'est aussi pour ça que c'est très intéressant de se rapprocher des différents acteurs de l'écosystème innovant qui pourrait y avoir au sein de votre région, ou voire même organiser des commissions d'innovation pour évaluer vraiment une série de solutions qu'on a retenues lors du filtrage des propositions. Et ça, c'est par exemple ce qui est fait au CHU de Brest. Je sais qu'ils organisent une commission d'innovation régulièrement pour évaluer les solutions qui leur sont proposées. Donc ensuite, une fois qu'on a évalué la solution et qu'on a décidé de travailler avec, il va falloir aussi mettre en place les choses pour simplifier le circuit de décision et de négociation classique. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est que le pôle innovation, en fait, attribue un interlocuteur unique à la startup. Et en fait, ça va être cet interlocuteur qui va se charger de faire le lien entre la startup et les différentes directions qui vont être concernées par la solution qui va être intégrée à l'établissement. Cette personne, en fait, devient l'interface entre la startup et l'établissement. Ensuite, on passe bien sûr à la phase de négociation du partenariat. Là, au travers de cet interlocuteur unique, le pôle innovation va solliciter les bons interlocuteurs au sein de l'établissement pour en fait établir le partenariat avec la startup. Donc ça va être potentiellement la direction des achats s'il y a besoin d'un partenariat innovation
plus tard le développement d'un marché public. Ça va aussi être éventuellement des juristes au sein de l'établissement pour évaluer le contrat de partenariat. Et puis bien sûr, ça va être de décider quel est le format du partenariat. Est-ce qu'on est sur un test pilote? Est-ce qu'on est simplement sur une validation clinique, une validation médico-économique ou un co-développement? Et bien sûr, négocier toutes les contreparties qui vont revenir à l'établissement une fois que le partenariat sera terminé et que éventuellement la start-up commercialisera sa solution à d'autres établissements. Ensuite, c'est tout simplement la mise en œuvre du partenariat une fois que le partenariat est négocié. Et donc, une fois que tout est développé, on a encore une phase de déploiement de la solution qui est très importante. Et là, on repart sur encore une fois une phase de diagnostic, puis une phase de conduite et de suivi du déploiement, comme on l'a vu précédemment. Maintenant, je vous ai parlé uniquement d'un processus d'innovation interne et externe, mais bien sûr, on va retrouver un processus un peu plus hybride entre les deux potentiellement, où en fait, on partirait de la phase d'émergence des problèmes de notre processus interne. Puis à partir des problèmes identifiés, là, on va se rendre compte qu'on n'a pas forcément les ressources en interne de notre établissement pour développer la solution qu'on aurait besoin pour résoudre ce problème. Donc là, vous pouvez en fait tout simplement réaliser un appel à manifestation auprès des différents acteurs extérieurs pour en fait identifier des solutions que eux pourront vous proposer. Ensuite, il y aura encore une fois la phase d'évaluation des propositions qui vous seront faites. L'idée, ça va être de trouver en fait une technologie ou une solution qui va pouvoir en fait pouvoir faire un pivot qui va être susceptible de répondre à votre problème, parce que vous trouverez peut-être pas forcément la solution parfaite pour répondre à votre problème. Donc, une fois que vous aurez évalué ces propositions et trouvé celle qui vous correspond, on repart encore une fois en phase de négociation du partenariat. Là, ce qui est très important, c'est de négocier une preuve de concept rapide de la solution pour pouvoir effectuer des tests rapides de cette solution qui va vous être proposée et être sûr que ça correspond bien au problème, enfin que ça résout bien le problème que vous aviez identifié, pardon. Une fois que ces tests sont validés, on repart encore une fois dans une phase de co-conception, puis de co-développement de la solution. Et encore une fois, faut bien sûr que ce soit agile et que la solution que la startup va vous développer soit testée régulièrement auprès des différents utilisateurs pour vérifier qu'elle correspond bien, encore une fois, à vos attentes. Une fois que la solution sera développée, on passe encore une fois dans une phase de déploiement. Et là, faut pas non plus hésiter à solliciter la startup pour vous accompagner dans ce déploiement. Ça, c'est des choses qui peuvent être bien sûr négociées dans le cadre du partenariat. Là, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais bien sûr, si vous voulez aller plus loin et vous former à toutes ces méthodes, on vous a mis des ressources à disposition. Vous avez notre MOOC Innovation sur la méthode de management de l'innovation interne, et vous avez le guide OSPI-UP et sa base de données des innovations pour tout ce qui concerne le management de l'innovation externe. Et au sein de la base d'innovation, de la base de données d'innovation, vous retrouverez bien sûr des innovations qui vous sont proposées par des startups ou par éventuellement d'autres établissements, des innovations qu'ils auront développées. Le fonds FHF Recherche et Innovation, pardon, ça vous appartient. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter et puis également à nous aider à co-construire nos différents projets. Merci beaucoup.